Des dispositions sont déjà prises en vue de protéger la population à l'occasion de la saison cyclonique qui a débuté le 1er juin pour prendre fin le 30 novembre, selon le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Réginald Delva. Un plan de contingence a été mis en place afin de préparer la saison pluvieuse et de prévenir les risques durant toute la période. La saison cyclonique vient de débuter, les autorités concernées se mobilisent. Une mobilisation qui s'annonce très longue et ardue car chacune, en ce qui les concerne, s'active en vue de faire face à cette période pluvieuse. Au moins une chose est sûre, c'est que la saison sera peu active cette année. Le Centre national de météorologie n'entrevoit pas de perturbations majeures, du moins à court terme. Ce qui ne l'a pas empêché de décréter la permanence, explique Ronald Semelfort. C'est généralement dans des saisons qui ne sont pas tellement actives, c'est ça que nous frappons par des cyclones est vraiment majeur. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des dispositions pour venir en aide à la population en cas de forte pluie. Abris provisoires, nourriture, médicaments entre autres, rien n'a été négligé. Ajouté à cela, le ministère de l'Intérieur a mis l'accent sur la communication. Cette année, la population pourra utiliser les services d'un centre d'appel d'urgence modernisé lancé le 26 mai dernier. Réginald Delva nous en parle. Un centre d'appel qui va tenir compte de tout acteur souterrain. Particulièrement, et nous allons mobiliser et CASEC, donc toujours on est au niveau des 570 sections communales au niveau de 140 communes pour que tout acteur concerné soit capable de mobiliser, pour être capable de faire information monter. Les autorités gouvernementales ne seront pas seules à affronter le mauvais temps. La coordination humanitaire des Nations Unies a aussi son plan en réponse à la menace potentielle que pourrait représenter la saison cyclonique. Johan Pellman en est le coordonnateur humanitaire AI. Dans le cadre des activités de préparation, les cadres techniques de la communauté humanitaire s'engagent dans le processus de renforcement des capacités nationales à travers la mise en place des groupes de travail sur le plan de contingence, les exercices de simulation, la gestion de l'information et le traitement des données, la sensibilisation du public, l'évacuation et les abris provisoires. De même, nous continuons le plaidoyer pour mobiliser des fonds en vue de mener des travaux rapides de mitigation pour réduire les risques de catastrophe. Si d'un côté, les responsables mettent tout en œuvre pour protéger la population, cette dernière doit aussi faire un effort. Écouter les consignes de sécurité, c'est bien, mais les respecter, c'est encore mieux. C'est Medco qui veille insiste le docteur Yolène Surina, coordonnatrice de l'unité de coordination de projet de la direction de la protection civile, qui lance un appel à la prudence. Donc, pour moi, quand nous avons dans le monde qui a annoncé cyclone, on dit pour un gros vent, c'est de ça tout pour nous vie sortie. Donc, c'est deux messages que pour commencer à songer, que si nous ne pas jouer dans l'appui pendant le cyclone, parce qu'il n'y a pas d'électrocution, il n'y a pas le moment pour aller dans la piscine. Il est vrai que le passage d'aucun cyclone n'est actuellement prévu. La saison pluvieuse viendra quand même compliquer la situation déjà difficile du pays, qui fait face aux épidémies de choléra et de chikungunya, toutes deux liées à la gestion des eaux. L'activité cyclonique en 2014 sera avant tout liée au développement du phénomène El Niño sur le Pacifique, selon le météorologue Rudy Victor. Il explique que les conditions ne paraissent pas réunies cette année pour que ce phénomène connaisse une croissance spectaculaire. Le spécialiste en météorologie incite toutefois les autorités à préparer le pays en prévision d'un choc qui demeure toujours possible. Un système tropical et un système tropical sont un phénomène dangereux, surtout sur le bord côte. Il faut considérer parfois évacuation. Parce que si vous avez un cyclone qui mette route sous côte méridionale, un cyclone sérieux, on a bien dit, imaginez zone locale, zone pour ça, le côté la mer pas trop fond, cyclone a une route perpendiculaire à côté, c'est un cyclone qui marche en vitesse qui, c'est-à-dire, disons, 17-18 000 à l'heure, et là c'est large, il a mis une onde de tempête de 3 à 4 mètres sur zone là. La mer a monté de 3 à 4 mètres de ici à Saint-Marc. Et puis, il pousse masse de l'eau ça. Sous ville locale, par exemple, sous zone ça. Et sous tête 3-4 mètres, ça, on a des vagues de 5-6 mètres. Vous imaginez que, par exemple, il va camper. C'est comme ça, ça est arrivé dans la zone à la Mississippi, il y a Katrina, où toute zone, c'est des vagues, c'est pas carré solide, c'est pour fabriquer une bonne en dur, en béton qui disparaît. Bien que, même si on développé vraiment, il y a moins de cyclone, mais pas oublier, en 57, 58,
avons El Niño, nous avons Ila, un cyclone 110 000 qui a touché côte sud. 94, nous avons Gordon qui est passé tout près. Et surtout, nous avons Flora en 63, pendant El Niño modéré, puis gros cyclone peut-être en termes de destruction, c'était Flora en 63 pendant El Niño modéré. Donc il faut faire très attention, ça ne veut pas dire qu'on protège. Nous avons moins de chances pour nous affecter pour ça, mais le risque là a toujours existé. Un véhicule aux vitres teintées muni de gyrophares a été intercepté à la douane de Port-au-Prince. Cette voiture a été utilisée pour transporter de façon illégale des médicaments contre la fièvre chikungunya, selon les révélations du directeur général des douanes, Fresnel Jean-Baptiste. Pendant que nous avons une maladie qui est le chikungunya, qui a frappé toute couche de la population, pendant que l'État haïtien apprend toutes les mesures pour accompagner la population dans la maladie, nous avons un ensemble de citoyens dans le pays qui ont posé des actes extrêmement malhonnêtes qui en face l'État. C'est une machine tout noire, vite fumée, qui a une sirène là-dedans, bien entendu, plaque privée, conduit par une personne en uniforme de police. Je ne sais pas si c'est policier lié, parce que le sauvé. Mais en uniforme de police, qui traverse ces frontières-là, là nous courons d'elle, mais ça nous joigne. Nous joignent, c'est amoxicillina, une boîte qui marque comme ça. Nous joignent ces marchandises. Un ensemble de marchandises qui sont utilisées pour le traitement de chikungunya et de dengue. Nous avons si c'est bon médicament, si c'est mauvais médicament. Ils marchent avec toute boîte vidéo. Les boîtes vidéo. Côté que ils vont remplir pour vendre. Par contre, qui est-ce qui va l'acheter au nom? Est-ce que nous pas nous arriver dans le stade pour nous dire que c'est des pharmacies officiellement reconnues qui vont l'acheter au nom? Là, ça nous a dit son pays pour nous faire. Mais alors que nous connaissons nous appui de l'État qui a acquis dans la question ça, nous demandons toute société pour appuyer nous, pour aider nous protéger la société contre malfaiteurs. Parce que sans société, sans la presse, sans l'autre monde, la douane, pour contre lui, quel que soit appui gouvernement, n'a pas réussi en partie, mais n'a pas réussi totalement. Le processus de démolition des maisons au centre-ville de Port-au-Prince a débuté. Des bulldozers commencent donc à démolir certains bâtiments de la zone décrétée d'utilité publique. Le secrétaire d'État à la planification, Michel Présumé, a fait savoir que toutes les dispositions et toutes les mesures étaient déjà prises pour donc procéder au dédommagement conformément à la loi. Pour une question d'équité et de justice, nous devons faire en sorte que nous mettons un processus en place qui permette que nous assurions, presque à 100%, que les gens que nous allons dire l'État, pour payer, c'est les gens vraiment qui ont le droit à recevoir l'argent. Parce que nous avons pile cas des gens qui viennent à des papiers, des faux papiers, et heureusement nous prenons des notaires qui sont des gens très sérieux et qui permettent que nous détecter les choses. Sinon, nous ne pouvons pas payer l'argent. Donc tout le monde qui a gagné temps, après le processus, ça m'a parlé de août 2013, qui a le papier a été finalisé. Et il y a aussi un acquis de droit dans notre cas notaire. Acquis de droit, ça, il faut le comité permanent d'acquisition amiable qui transmet le ministère des Finances et Gampil, nous capable de bien avant que l'opération a commencé, car il y a vide déjà. Nous sommes quittés. Pour que le projet a continué, l'État dispose l'argent pour que les pays mondiaux. Moun yo gen responsabilité de eux-mêmes, de montrer que c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et là, au fin de faire tout le bagage, ils remettent le cob. Donc, pour les gens qui peuvent recevoir l'argent jusqu'à aujourd'hui, cob là, ils ont pour faire droit. Et aussi longtemps que vous ne pouvez pas démontrer le cob ça, ils vont le mettre là déjà dans la banque pour que y ait un compte de consignation, pour que les prêts, les montrer ces propriétaires, ils remettent, ils payent, ils baillent l'argent ça. Notons que plusieurs propriétaires ont commencé à élever la voix pour réclamer de l'État haïtien une indemnité de compensation. Faut dire qu'un comité de gestion avait déjà sillonné l'espace en août 2012 et procédé à l'évaluation des bâtiments. Les propriétaires ont déjà participé à une séance publique visant à expliquer le bien fondé de la décision et la marche à suivre comme le prescrit la loi.
L'expert en reboisement aérien Dudley Bick a effectué une visite en Haïti le week-end dernier, accompagné du ministre de l'Environnement Jean-François Thomas. Les deux hommes s'étaient donc rendus dans les départements de l'Artibonite et du Nord, où une campagne de reboisement aérien sera bientôt lancée. Cette technique a déjà donné des résultats positifs dans d'autres pays. L'expérience pilote aura donc lieu dans la chaîne des Matteux. C'est une méthode côté gonti avion ou bien hélicoptère, dans le cas par nous, son petit avion qui peut aller passer sous tête monio et puis laguer des semences qui sélectionnées avec une grande expertise sous les têtes monio et puis qu'on y a là pour que et semences yo même yo vinn un phénomène de germination là et puis yo vinn développer en pied bois en les toutes têtes monio. Pour le moment, nous censés pour le déraper dans la chaîne Matteux et puis nous avons continué dans les têtes des mondes et qui est très en danger. Par exemple, quand Koumdadjou, bassin versant Péligla, chaîne de montagne nord-ouest là. Donc, tout côté ça là, nous allons regarder qui j'ai nous avons action sur eux. Parce que il est très tard, mon yo fin dégradé net, bassin versant dégradé. Et c'est seule méthode d'après toute expertise qui travaille avec nous, c'est seule méthode agressive pour nous gagner temps à récupérer espace qui dégradé pendant que nous avons fait notre travail conventionnel là. Donc, nous avons agi de deux fois. World Vision Haiti, de concert avec la direction de l'IBESTRE, ont tenu une conférence de presse conjointe pour parler de la participation d'une délégation d'enfants haïtiens à la World Vision Cup au Brésil du 10 au 17 mai dernier. La directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche IBESTRE, Mme Arielle Gentil, qui a salué cette initiative, promet donc de continuer à travailler contre la domesticité infantile. On veut faire comprendre en Haïti, si tout le monde avait la même vision, si on travaillait comme dans un esprit d'équipe, je pense qu'on aurait été mieux, le pays aurait mieux avancé. Depuis 2 ans et demi, je crois que c'est la première fois qu'il y a eu autant de lois votées en Haïti pour la protection de l'enfant. Et là, vraiment, on parle de la Convention de la Haye sur la protection de l'enfant et la coopération en adoption pour l'adoption internationale. On a la loi sur l'adoption qui a été réformée. On a les 2 protocoles additionnels à la Convention des droits de l'enfant, ça veut dire enfants en conflit armé, enfants en prostitution et pornographie. On a la loi sur la traite qui a été votée. Donc vraiment, le cadre légal a été extrêmement renforcé. Et nous avons une réforme que nous faisons maintenant sur l'adoption internationale qui a d'une importance capitale. Parce que souvent, les enfants en Haïti étaient utilisés comme un jeu commercial. Et maintenant, il y a quand même, on fait de l'adoption ce qu'elle doit être, une mesure de protection. On a des mesures, alors si je fais un bilan aujourd'hui, ça va être très long, mais on a des mesures aussi qui ont été prises pour le trafic des enfants. Parce que vous savez que les enfants, il y a des passeurs qui s'en vont avec eux pour des raisons inavouées, beaucoup de dérives. Donc maintenant, on a une mesure, aucun enfant haïtien ne peut laisser le territoire sans l'autorisation du bien-être social. Et c'est vraiment une façon de contrôler les mouvements. Et vous savez que pendant 2 ans, on a fermé beaucoup de centres réputés abusifs pour les enfants. On a eu un annuaire qui est sorti pour les maisons d'enfants. On a une compilation de textes de loi sortis sur la protection de l'enfant. Et on a eu aussi, parce que quand je viens de parler de enfants, la protection, question de société, on a un centre d'appel d'urgence qui a d'une importance capitale. On demande aux citoyens de s'impliquer, à appeler au téléphone quand vous assistez à un enfant en danger.